Cette Annie conférence va maintenant être enregistrée. de Rennes 2 et Maëlle Flo de l'Université Rennes 1. Mathilde va d'abord nous parler en quelques minutes des enjeux de ces mobilités pour l'enseignement supérieur. Et puis Amal et Maëlle nous livreront leur témoignage à ce sujet. Nous avons aussi le plaisir, pardon, j'allais l'oublier, d'accueillir Josipa Mandic qui témoignera sur les mobilités doctorales. Mathilde, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste quelques mots en introduction, effectivement, sur les enjeux, mais la présentation après préparée par Amal et Maëlle est très complète, donc je n'irai pas très loin dans cette introduction. Juste vous rappeler ou vous dire, pour ceux qui n'étaient pas avec nous à l'atelier d'ouverture hier, que ce nouveau programme Erasmus+ propose en fait une pluralité de mobilités pour accompagner les nouveaux enjeux du programme, mais aussi les vôtres, mais qu'il est important de garder en tête que la mobilité physique reste au cœur du dispositif, parce qu'elle reste, à notre sens, l'expérience la plus complète. Et dans ce contexte où on est notamment empêché de mobilité physique, on ne doute pas que l'envie reste là dans la population étudiante, enseignante et administrative de pouvoir à nouveau bouger. Et c'est bien ce qui est prévu dans le programme Erasmus. Alors, tout de même, des nouveautés pour aller chercher de nouveaux publics. Vous le verrez dans la suite de l'atelier, les mobilités, il y a des possibilités de faire des mobilités plus courtes, qu'elles soient avec des activités virtuelles ou non. L'idée derrière cette possibilité de faire des mobilités plus courtes, c'est d'aller chercher de nouveaux publics, de pouvoir permettre au plus grand nombre de faire de la mobilité à l'international et en Europe notamment. On se rend compte qu'une mobilité plus courte permet de lever un certain nombre de freins, en tout cas c'est ce qu'on espère. Alors un frein qui nous est tombé dessus mais que nous n'avions pas prévu à l'époque où nous avions poussé cette idée de mobilité courte à la Commission européenne, c'est la pandémie, voilà, qui permettra d'être plus flexible sur les durées de mobilité quand on doit rentrer notamment, quand on doit faire du jeu entre de l'hybride, du virtuel et du physique, mais aussi tous les étudiants qu'on va dire plus éloignés de la mobilité. Alors éloignés de la mobilité parce que financièrement c'est un surcoût, donc une mobilité plus courte peut permettre d'aider. Éloignés de la mobilité parce que des étudiants qui ne se projettent pas dans une mobilité internationale, qui ne se sentent pas en confiance dans leur connaissance de la langue ou en confiance dans le fait de se projeter dans une culture étrangère. Mais on pense aussi aux étudiants empêchés parce que le cursus académique n'amène pas naturellement ou n'est pas conçu pour permettre de la mobilité internationale. Et là, on pense notamment aux filières sanitaires et sociales, au cursus de médecine, où les maquettes n'étaient pas prévues dans ce sens-là. Voilà, donc pour ces premières mobilités plus courtes. On a aussi, vous verrez, une possibilité dans ces nouveaux programmes, effectivement, de travailler autour de la question de l'hybride, du physique et du virtuel, avec cette nouveauté, avec cette nouvelle possibilité d'améliorer, en fait, d'aller plus loin dans vos démarches partenariales avec vos partenaires habituels. Alors là, nous sommes sur une terre bretonne très active à l'international, donc avec un certain nombre de partenaires privilégiés, en mettant en place des programmes intensifs hybrides notamment. L'idée derrière ça, c'est de permettre de créer de nouvelles formations à un niveau européen, des modules européens sur des questions d'innovation pédagogique en mêlant le physique et le virtuel. Alors à l'époque, c'est pareil, quand on l'avait imaginé, ou en tout cas quand la commission nous l'avait proposé, on avait vu une vraie opportunité de renforcer l'attractivité des formations européennes. On avait vu ces dernières années, au bout de 35 ans de programme Erasmus, un certain désintérêt des étudiants de la mobilité intra-européenne qui ne semblait pas assez exotique. Donc c'est vrai qu'on voyait cet outil comme une possibilité de faire des formats courts sur des choses extrêmement précises, innovantes, pour éviter qu'ils partent à Taïwan. Après, voilà, on se rend compte que la mobilité intra-européenne, il y a un vrai recentrage en ce moment sur la mobilité européenne, mais il faut aussi penser long terme et de continuer d'utiliser ces nouveaux outils pour renforcer l'attractivité de nos formations européennes. Et puis aussi, vous verrez une mobilité plurielle pour répondre à des nouveaux enjeux, ou pas des nouveaux, mais en tout cas des enjeux sociétaux importants. Là, on a déjà parlé sur le premier, rendre la mobilité accessible à tous, contribuer à une Europe plus verte. On ne va pas se mentir, l'impact carbone du programme Erasmus est assez important sur ces 30 dernières années. Donc maintenant, on souhaite tous avoir
une qualité de vie autre et de faire plus attention comment ce programme s'intègre dans cette Europe plus verte. Donc, vous avez un Green Deal qui a été mis en place par l'Europe. Erasmus va essayer d'apporter sa pierre avec votre aide et l'aide des étudiants qui le souhaitent également aller dans cette direction. Et puis aussi, un enjeu qui va être très important dans cette phase post-crise pandémique, ou voilà, qu'on espère en tout cas, c'est de renforcer le lien avec le monde socio-économique. Il y a toujours la possibilité de faire des stages, il y a toujours la possibilité d'accueillir des invités socio-économiques pour donner des cours dans le cadre du programme Erasmus. Il y aura d'autres possibilités, alors là ça fera le cadre d'autres ateliers dans les 3 qui sont prévus dans les semaines à venir, notamment des partenariats de coopération, mais c'est comment faire pour que ces jeunes soient le plus adaptés, ou en tout cas le plus adaptables, ou le plus en mesure de s'exprimer dans un monde socio-économique qui arrive peut-être un peu différent. Voilà. Donc, le budget Erasmus+ est ambitieux pour la période 2021-2027, mais il faut garder en tête que son déploiement financier va être évolutif sur cette période de 7 ans. Donc, une période de 7 ans qui vous permet aussi de planifier une stratégie sur 7 ans et qui vous permet aussi de vous projeter sur un déploiement de ces nouveautés également progressif. Alors, on l'a dit hier, cette année 2021, certes, est l'entrée dans un nouveau programme, mais vis-à-vis aussi également du contexte autour de nous, va être une année de transition. Et donc, il est important que vous puissiez voir l'ensemble de ces opportunités, l'ensemble de ces nouveautés, pour ensuite vous projeter et savoir comment les déployer au mieux dans les contextes qui seront les nôtres, budgétaires, mais aussi contextes sociaux et sanitaires dans l'année à venir. Donc voilà les quelques mots que j'avais envie de vous dire en introduction de cet atelier. Je vous souhaite un très bon atelier. Je redonne la parole à Amal. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup Mathilde pour cet aperçu assez large quand même du programme. Et déjà hier, pour ceux qui étaient présents à la conférence de lancement, Madame la directrice de la Chance a donné aussi un peu cet aperçu du programme et les priorités européennes affichées pour la période 2021-2027. Donc, nous poursuivons aujourd'hui avec le premier des 3 ateliers au programme de ces journées de lancement, qui est consacré aux mobilités Erasmus. Et j'ai le plaisir d'animer avec ma collègue Maëlle Flo, directrice des relations internationales de Rennes 1. Cet atelier avant tout avec notre témoignage, bien évidemment, parce qu'on est là d'abord pour témoigner de notre expérience, puisque nous expérimentons dans le cadre de l'exercice de nos fonctions très largement le programme Erasmus. On voulait vous faire découvrir tout le potentiel du programme, notamment à ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté. C'est surtout à ceux qui ont encore des a priori ou des questionnements. On verra dans le cadre des questions que nous pourrons échanger, sur lesquelles nous pourrons échanger tout à l'heure, comment on pourrait lever ces freins pour que vous soyez des expérimentateurs avisés du programme. Et on voulait aussi, et Mathilde vient assez largement de le rappeler, les évolutions, montrer les évolutions qui sont quand même nombreuses dans cette nouvelle programmation et qui vont donner très certainement plus d'opportunités aux établissements pour mettre en œuvre leurs activités de coopération via les mobilités européennes et internationales. Donc, comme cela a été présenté encore une fois, ce programme est bien le fer de lance de l'Union européenne pour contribuer à la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur. Et nous verrons dans le cadre de cette présentation comment, encore une fois, les actions de mobilité peuvent y contribuer et largement. Est-ce qu'on voulait la prochaine slide, s'il vous plaît? Dans le cadre de cette nouvelle programmation, plusieurs éléments ont été mis en avant. Mathilde a rappelé le caractère inclusif du programme, qui mettra l'accent sur les personnes qui ont moins d'opportunités, notamment ceux qui sont en situation de handicap, mais pas uniquement. Le décrochage scolaire, universitaire est aussi un facteur important à prendre en compte.
Le programme, on l'a rappelé encore, est plus ouvert, ça veut dire tout simplement plus accessible, de manière à ne laisser aucun établissement, aucune structure en dehors. Donc, les petites structures, les petits projets aussi pourront être, bien sûr, avoir droit au chapitre. Et enfin, un programme tourné vers l'avenir avec une prédominance des thématiques de l'environnement et du numérique. Je pense que les programmes de mobilité, quels qu'ils soient maintenant, devront nécessairement intégrer ces aspects de développement durable. Et on verra comment le programme financera les mobilités à moindre impact carbone. Là aussi, on aura des questions certainement dans le cadre de cet atelier à poser, parce que le guide n'étant pas encore publié, nous parlons toujours sous couvert justement de la parution des informations qui seront présentées de manière détaillée avec les modalités de gestion dans le guide Erasmus, et nous l'attendons toutes et tous avec impatience. Il est annoncé, d'après ce que nous a dit Madame la directrice de l'agence hier, il est annoncé pour la fin du mois de mars. Et nous verrons alors quelles pourraient être les modalités de gestion, parce qu'on est tous très nombreux à se poser la question sur comment gérer la problématique environnementale, puisque les mobilités physiques donneront nécessairement lieu à un déplacement par un moyen de transport, et jusqu'alors, on utilisait souvent l'avion. On verra si d'autres modalités sont possibles et comment. Merci. L'autre slide. Alors, Mathilde a rappelé que le budget était doté d'un budget conséquent, puisqu'il a quand même presque doublé, plus de 80% d'augmentation du budget pour Erasmus, avec une enveloppe globale de 26 milliards d'euros. Et c'est un programme qui va être une chance réelle pour l'ouverture internationale des établissements. Il va aussi permettre la rénovation pédagogique de l'offre de formation, et ça, c'est une très forte contribution à la modernisation de l'enseignement supérieur, et c'est en cela que le programme est un facteur essentiel de développement à l'international. Et on verra comment, grâce à des outils diversifiés dans le cadre des actions clés 1, 2, 3 que l'on va vous présenter tout à l'heure, comment le programme Erasmus contribue aussi au renforcement des compétences des étudiants et des personnels, mais aussi au renforcement des liens en matière de formation, recherche et innovation. Alors tout ça, on a justement ce spectre large d'outils à utiliser dans le cadre Erasmus, mais rien n'est possible, et c'est pour ça qu'on a voulu quand même insister sur ce point clé, que pour accéder au financement et pour pouvoir en fait vous permettre de partir en mobilité et de faire en sorte de faire bénéficier vos étudiants et vous, personnel, si vous voulez partir, il faut que l'établissement ait au préalable signé une charte d'engagement, la charte Erasmus, et qu'il soit justement titulaire de cette charte Erasmus qu'il faut au préalable demander. Slide prochaine, merci. Effectivement, la charte Erasmus est un engagement institutionnel qui s'inscrit dans le cadre général de la stratégie de modernisation et d'internationalisation de l'établissement signataire. Et cet engagement, il engage. Voilà, dans l'engagement, il y a un engagement vraiment de l'établissement vis-à-vis de l'Union européenne, à travers elle, l'agence Erasmus, l'agence nationale. C'est une labellisation qui doit être demandée comme un préalable, et chaque période, puisque nous démarrons une nouvelle période contractuelle 2021-2027, à chaque période contractuelle, l'établissement doit renouveler sa candidature, par une candidature, doit renouveler sa labellisation pour pouvoir accéder au financement qu'offre le programme Erasmus.
Slide prochaine. Donc, l'attractivité des établissements est désormais étroitement liée à leur ouverture internationale et la mobilité est un des outils qui y participent. Ces mobilités Erasmus permettent réellement d'augmenter le potentiel de ceux qui y participent, puisque réaliser une mobilité, c'est aussi s'immerger dans un nouvel environnement éducatif et de formation. C'est aussi pouvoir échanger sur ces pratiques et s'inspirer de ce que font les autres. C'est l'opportunité de développer de nouveaux programmes et nous verrons qu'il y a matière à, puisque on aura l'occasion avec les mobilités de vous montrer qu'on peut passer à l'échelle supérieure en mettant en place des projets de plus grande envergure. Et c'est aussi donner de nouvelles perspectives à la communauté universitaire dans son ensemble et de s'inscrire par là même dans un projet d'établissement. Il faut savoir que les mobilités que vous effectuez s'inscrivent dans le cadre d'une convention et c'est bien l'université qui, par conventionnement, va tisser des liens avec ses partenaires pour vous permettre de partir dans un cadre qui est celui des mobilités Erasmus. Prochaine slide. Donc, avant de laisser la parole à Maëlle pour faire le focus sur l'action clé 1, il faut savoir que l'architecture globale du programme reste stable et qu'elle est organisée en 3 clés. L'action clé 1 qui permet d'organiser les mobilités des étudiants et des personnels. De l'action clé 2 qui permet en fait de monter des projets à travers des coopérations pour l'innovation et l'échange des bonnes pratiques. Et de l'action clé 3 qui permet le soutien à la réforme des politiques publiques. Sans parler en dehors de ces 3 actions, on notera aussi les actions du programme Jean Monnet pour lesquelles des mobilités aussi peuvent être réalisées. Maëlle, tu as la parole. Merci. Merci Amal. Vous m'entendez bien? Donc, effectivement, je vais vous présenter un peu plus en détail donc l'action clé 1 qui permet donc d'accompagner les demandes de mobilité étudiantes et les demandes de mobilité des personnels de nos établissements. Hier, on a entendu la directrice de l'agence Erasmus nous dire qu'on était plutôt bon élève en Bretagne, puisqu'il y avait 74 projets de mobilité, dont 55 dans l'enseignement supérieur. Et donc, elle nous disait que c'était une bonne moyenne nationale et une bonne croissance aussi sur les dernières années. Et c'est vrai que dans nos établissements, enfin là je parle pour Rénin, mais je pense que ça doit être pareil pour vous, dans vos établissements. On a eu une augmentation des financements européens qui nous a permis de développer de nouvelles choses. Alors, donc sur cette action clé 1, elle permet déjà d'organiser la mobilité des étudiants. C'était ce qui était à l'origine d'Erasmus, il y a une trentaine d'années, et ça continue, et avec cette nouvelle programmation, ça continue avec des nouveaux terrains de jeu, des nouvelles possibilités qui vont être intéressantes. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien les possibilités de mobilité étudiante via Erasmus, peut-être vous rappeler qu'on conserve donc ce qu'on connaît traditionnellement, mobilité d'études, mobilité de stage. La nouveauté, c'est que sur les mobilités d'études, on passe à 2 mois minimum. Avant, c'était 3, maintenant on est sur 2 mois minimum, donc un peu plus de souplesse. Les mobilités combinées études et stages, ça existait déjà. Je ne sais pas, ça sera intéressant de voir si dans vos établissements, vous pratiquez déjà cette option-là. Voilà, mobilité de stage, ça se maintient sur 2 mois.
les vraies nouveautés, comme Mathilde l'a dit pour l'agence en introduction, ce sont les nouveaux dispositifs liés aux mobilités hybrides, virtuelles, physiques. Les mobilités courtes pour les doctorants aussi, 5 à 30 jours. Donc ça, c'est également nouveau. Amal vous parlera plus en détail des mobilités au niveau doctoral et il y aura également un témoignage sur ce point-là. Et puis, alors également, il y a un dispositif qui va être intéressant, mais on attend d'avoir le guide pour en savoir un petit peu plus, comment on pourra mettre ça en œuvre dans nos établissements. C'est le programme intensif avec mobilité virtuelle et physique. Et voilà, donc là, il y aura certainement des choses intéressantes. Je crois savoir, donc ça sera sans appel à projet, ce programme intensif, alors qu'il y aura, d'après ce qui a été annoncé, plusieurs partenaires, au moins 3 partenaires. Donc ça, voilà, ce sera quelque chose à voir. Comme disait Mathilde, cette souplesse qui nous est donnée pour accompagner les mobilités, ça va être très intéressant pour certaines filières. Elle évoquait médecine, mais il y a d'autres aussi, d'autres filières. Ça sera vraiment intéressant de concevoir ces dispositifs avec une mobilité en présentielle plus courte. Voilà, ça sera vraiment intéressant, je pense. Sur les programmes intensifs, pour l'instant, moi, ça me fait penser à peut-être que vous avez déjà expérimenté ça d'ailleurs dans vos établissements avec des programmes courts de type Winter ou Summer School. Sauf que souvent, c'était d'un coup sur une semaine, 15 jours, 3 semaines, et souvent que du présentiel. Alors, c'est vrai que là, la crise est passée par là, donc on a dû adapter, faire déjà de l'hybride. Et je peux également témoigner au niveau de notre alliance européenne, parce que REN1 fait partie de mes partenaires d'EBUC. On expérimente déjà là de ce type de mobilité avec, là on a notre partenaire hongrois par exemple, propose 3 jours de cours à distance au mois d'avril sur une thématique, et puis après il y aura une semaine de présentiel mi-juillet. Donc, alors c'est pas encore lié à cette nouvelle programmation 21-27, mais en gros on est en train de tester ça. Voilà, et puis également donc, mobilité d'études ou stages hors Europe. Donc là il y aura plus de possibilités également sur le hors Europe. Voilà, ça je vais aussi en parler plus en détail après. Voilà pour peut-être on passe à l'autre slide. Alors l'autre volet de cette action clé 1, c'est d'accompagner la mobilité des personnels enseignants pour des missions d'enseignement. Donc ça c'est comme l'ancienne programmation. Et puis également les personnels administratifs, avec des possibilités de périodes de formation, des stages d'observation, ce qu'on appelle le job shadowing, des mobilités voilà, d'enseignement ou technique hors Europe seront également possibles via la mobilité internationale de crédit. Voilà, donc là effectivement, ça ne concerne pas les missions de recherche. Là-dessus, il n'y a pas eu d'élargissement, on maintient ça. Sur ce point-là, je sais qu'un certain nombre d'établissements intègrent dans leur plan de formation, que ce soit pour les enseignants ou les personnels administratifs, ces possibilités offertes par le programme Erasmus. Donc ça aussi, moi, je serais intéressée de savoir ce qui se passe dans vos établissements, comment on valorise ces mobilités. C'est une vraie question, hein, comment on accompagne ces mobilités, comment on les reconnaît dans la carrière des personnels. Slide suivante. Donc là, effectivement, un peu plus détaillé, donc pour les personnels enseignants, pas de changement. On a toujours, enfin, en tout cas, au sein de mon université, on a toujours
suffisamment de fonds pour accompagner toutes les demandes à l'heure actuelle sur les mobilités d'enseignement. Ça devrait rester donc 8 heures par semaine. Mais là encore, comme on n'a pas le guide, je ne suis pas l'agence Erasmus, donc je communique ce que j'ai entendu simplement. Et on attend d'avoir le guide dans une université partenaire. Donc voilà, pas de changement majeur là-dessus. Sur les mobilités de formation, donc c'est vrai que c'est tous les personnels. Certains établissements limitent davantage sur les personnels administratifs avec un enjeu de modernisation de nos établissements, de nos structures et de nos administrations. Avec donc des échanges de bonnes pratiques, du job shadowing. Il y a donc des staff week qui sont, alors évidemment l'année dernière ça a été plus compliqué, mais des établissements européens pour être tournés récemment sur eMotion, qui est le site, donc c'est dans l'encadré, hein, vous voyez, qui référence une bonne partie des staff week des universités européennes. Ben, il y en a un certain nombre qui sont à distance. Donc, ce n'est pas effectivement le même attrait, mais ça continue, ces échanges, voilà, sur souvent des semaines de formation. Là, quand c'est à distance, c'est souvent plus court. Et je crois qu'à Malte, je crois que c'est toi, à Rennes 2, là, qui organise aussi une staff week bientôt. Et tu pourras nous, oui, tout à fait, au mois de mars, en mode virtuel. Voilà, ouais. Voilà, slide suivante. Donc, un petit focus sur la mobilité hors Europe, même si, alors dans le cadre des mobilités internationales de crédit, je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà, avaient utilisé cet outil pour faire partir des étudiants ou des personnels hors Europe. Selon les destinations, ces dernières années, ça a été très sélectif. Il y a des années où ça marchait, des années où ça ne marchait pas. Donc, je ne sais pas quelle a été votre expérience là-dessus. Voilà, donc ça va s'appeler AC 171. C'est une nouvelle mobilité internationale de crédit dans la programmation 21-27. Toujours mobilité étudiante et personnelle. Les mobilités hybrides seront possibles. Donc là aussi, ça peut être intéressant, encore plus dans le contexte actuel. On pourra créer un consortium sur toute la durée du programme. Donc, pas d'appel cette année. L'appel sera lancé en 2022. Voilà, il y aura des choses intéressantes. Sur si vous êtes intéressé par cette notion de consortium, juste vous dire que mon université pilote, coordonne le consortium franco-géorgien dans le Caucase avec 8 partenaires français, dont un autre établissement rennais avec l'INSA, et puis ailleurs en France, à Lyon, Montpellier, et puis également 7 universités, établissements géorgiens. C'est un gros travail, ça présente un certain nombre d'intérêts, mais voilà, donc si quelqu'un est intéressé, on pourra en reparler par la suite. Une nouveauté sur ces possibilités de mobilité hors Europe dans le cadre AC 131. Alors, je dois vous avouer que j'ai énormément d'interrogations sur cette partie-là, parce que je ne vois pas encore bien comment on va mettre ça en œuvre dans nos établissements. Peut-être Mathilde pourra nous en redire un petit peu plus, mais c'est vrai que sans le guide, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai compris, donc il y aurait une part du budget qui serait de notre convention classique, hein, Erasmus, l'ancien KA 103. On pourrait dédier une partie de ce budget au financement de mobilité hors Europe. Alors, pour quel pays, quelle enveloppe globale? Parce que si l'enveloppe, elle reste la même, parce que là, je viens être enthousiaste hein, sur l'augmentation du budget Erasmus. Ce que j'entends aussi, c'est que je ne sais pas s'il y aura plus d'argent sur l'enseignement supérieur. Beaucoup plus d'argent sur Erasmus, oui. Est-ce que dans le contexte de crise actuelle, on aura aussi beaucoup plus sur l'enseignement supérieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Mathilde le sait. Voilà, donc toutes ces interrogations-là, parce que si on les enveloppe en grosses maintiennent, il faudra faire des choix. Voilà. Voilà. Et puis là, donc l'agence nous disait majoritairement des mobilités sortantes. Donc ça peut être très intéressant, mais attendons de voir le guide.
Voilà, mais je pense que j'ai fini ma partie, je pense, Amal. Je te laisse la parole. Très bien. Merci pour la suite, pour la mobilité doctorale. Merci Maëlle. On passe à la mobilité doctorale et effectivement, on voulait aussi porter à votre connaissance un peu les évolutions qui vont apparaître dans le cadre de cette nouvelle programmation en faisant un focus sur ces mobilités qui, ça nous a semblé essentiel tout simplement parce que la sous-utilisation des financements pour des financements Erasmus a été vraiment constatée par la Commission européenne et elle s'est engagée à y remédier en proposant en fait des ajustements, des aménagements spécifiques pour ce niveau D, de manière à inciter un peu plus l'utilisation des financements par les étudiants et par les doctorants bien sûr et par les établissements eux-mêmes qui sont les prescripteurs. Donc dans le prochain guide, et encore une fois sous réserve que ça soit ça, c'est vrai que nous parlons toujours sous réserve de la publication du prochain guide. Il n'empêche que ce qui a été clairement annoncé, c'était que la flexibilité des formats de mobilité allait permettre une meilleure utilisation de ces mobilités par les doctorants qui vont pouvoir les pratiquer plus facilement. La mobilité courte, les mobilités courtes que vient de présenter aussi, dont on parlait rapidement Maëlle, c'est aussi quelque chose qui va y contribuer fortement, avec des possibilités aussi de monter des programmes de formation innovants, de mettre aussi à disposition des doctorants des outils adaptés plus spécifiquement aux études doctorales et permettre aussi aux encadrants des thèses, aux gestionnaires de ces mobilités dans les formations doctorales, de faciliter la reconnaissance de ces mobilités de manière à utiliser plus facilement les supports qui vont être mis à disposition des gestionnaires. Donc, par exemple, le contrat d'études qui était utilisé, qui est utilisé pour les mobilités au niveau licence et master, n'était pas du tout adapté pour le niveau des études doctorales. Et ça, je pense que la Commission européenne y aura fortement remédié. Alors, effectivement, le programme Erasmus pour les doctorants est d'autant plus intéressant qu'il offre une passerelle entre la formation et la recherche. Il permet l'amélioration des compétences des doctorants dans un environnement international et il est par ailleurs un formidable outil d'internationalisation pour les écoles doctorales qui devraient être encore plus incitées à l'utiliser. Slide prochaine, merci. Nous souhaitions aussi donc, porter à votre connaissance l'existence du projet DocMob qui a été conçu comme un outil en réponse à un besoin dans Erasmus+. Alors DocMob, c'est un partenariat stratégique Erasmus qui a été mis en œuvre entre 2018 et 2020, donc qui vient tout juste de se terminer. Il regroupait 7 universités, dont une université française, c'est l'Université de Lorraine. Et on vous invite fortement avec l'indication du lien. N'hésitez pas à consulter ce lien. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations et vous verrez comment les 7 universités, avec l'association européenne EUF, le European University Foundation, ont mis en place, ont donné lieu, ce projet a donné lieu à une série de recommandations justement à la Commission européenne pour les aider à préparer la prochaine programmation 2021-2027. Et nous attendons avec impatience la publication du guide pour que vous puissiez prendre connaissance des modalités spécifiques qui ont été prescrites pour le volet doctoral.
Alors, ce projet a aussi permis la production d'un manuel de bonne pratique avec certainement dans le guide un rappel de ce qui aura été recommandé. Et c'est aussi un projet qui a servi de référence ou qui va servir de référence pour l'adaptation du processus de Bologne aux études du 3e cycle, de manière générale. Voilà un peu pour cette présentation de ce projet. C'est vrai que le plus intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'un projet qui a été initié dans le cadre d'un partenariat de coopération entre des partenaires a servi ou va servir d'exemple pour donner des bonnes pratiques à suivre et nous le verrons, j'espère, dans la publication du guide. Maintenant, on voulait aussi vous faire part, prochaine slide, merci, de l'expérience d'une mobilité doctorale Erasmus, j'espère réussie, et c'est le témoignage de Madame Josipa Mandic, à qui je laisse bien volontiers la parole. Merci Josipa. Merci à toi, Amal. Merci aussi à Hélène de m'avoir invité à cet atelier. C'est un plaisir d'être là. Donc, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Josipa Mandic et je suis actuellement postdoctorant en archéologie à l'université de Rennes 2, plus précisément au laboratoire LAM. Je suis croate, mais j'ai fait tout mon parcours universitaire en Italie. Et quand j'étais étudiant master, j'ai toujours avait l'envie à participer à la mobilité Erasmus, mais en tant que citoyen croate, c'était pas possible parce que la Croatie n'était pas encore dans l'Union européenne. Donc l'occasion s'est présentée seulement en 2016 quand j'ai participé donc au programme Erasmus+ en tant que doctorant de l'université de la Basilicate, c'est une université du sud d'Italie. Donc, moi, en Italie, c'était la première année, 2016, que l'Erasmus a ouvert ses portes aussi à la mobilité doctorale et j'ai immédiatement fait la demande pour y participer. Donc, l'université de la Basilicate a fait une très belle présentation, aussi la publicité pour ces nouveaux volets et a mis à disposition aussi des financements extra faits par la région pour inciter les étudiants, les doctorants à participer. Donc, mon choix, c'était Rennes. Pourquoi Rennes? J'ai choisi donc de venir en France et plus précisément Rennes parce que ma thèse était déjà en co-tutelle avec l'université de Rennes 2. Et avec la mobilité Erasmus, je pouvais me permettre aussi de faire un séjour un peu plus long, donc plus précisément de 6 mois. Et ça m'a donné aussi la possibilité de me mieux intégrer dans l'équipe de la mission archéologique de Rennes 2. Qui fouille à Incoronata, qui est un site qui se trouve en sud d'Italie, et c'était donc un de mes objectifs aussi. Donc, pour ce qui concerne la démarche, tous les côtés, on peut dire, bureaucratiques de la démarche pour participer à la mobilité Erasmus. Donc, avant de partir, il faut faire donc un test de la langue et le minimum requis par l'Erasmus à l'époque, c'était le niveau B1. Et après, il faut aussi consigner, remplir la fiche qui concerne le Learning Agreement. Learning Agreement pour les doctorants, c'était un peu plus simple, c'est-à-dire qu'il était nécessaire seulement à spécifier la période, donc les partenaires, et après dans les study programs, dans le côté, on peut dire, qui sont relatifs à les cours à suivre. En tant que doctorant, il n'y a pas de cours à suivre, seulement les cours de langue. Donc, il faut suivre les cours de langue. J'ai suivi, par exemple, le cours de langue français pour l'étranger à CIREF. Et après, il faut mettre seulement, on peut dire,
la mention de la recherche pour les doctorats. Donc, le but de la mobilité doctorale d'Erasmus, c'est aussi de permettre de faire la recherche donc, dans un autre laboratoire et donc c'est totalement consacré, le thème c'est totalement consacré à la rédaction de thèse, c'est ça. Donc, en tout, je crois que les deux choses, donc les cours de langue et la recherche doctorale, sont en total de 35 crédits donc, pour ce qui concerne le Learning Agreement. Et donc, après, la documentation, donc il faut la consigner et signer plus ou moins au moins 2 mois avant de partir. Donc, c'est ce qui concerne la démarche, c'est seulement ça. Et pour vous dire donc ma expérience, les côtés de l'importance de la mobilité, donc cette expérience m'était très utile et très importante parce que m'a permis de mener ma recherche dans une ambiance totalement différente, ambiance scientifique totalement différente, qui était le laboratoire LAM. Et j'ai aussi l'occasion d'améliorer donc mon expression orale et aussi écrite de la langue française, qui était la langue que j'ai jamais étudiée avant. Donc, avant de 2016, j'ai jamais étudié la langue française. C'était aussi donc une occasion pour développer les nouvelles perspectives scientifiques et collaborations internationales qui sont essentielles pour les doctorants qui sont en train de finir leur thèse. Et j'ai eu aussi l'occasion de connaître mieux les perspectives professionnelles dans ma domaine, qui est le domaine de l'archéologie. Donc, tous les concours en France, mais aussi j'ai eu l'occasion d'étudier mieux les appels à projets qui sont dédiés au projet postdoctoral. Donc, tout ça m'a aidé, après ma soutenance en 2018, de construire des autres projets de recherche et aussi les projets de recherche que j'ai construits pour mon postdoctorat sur lequel je travaille aujourd'hui. Donc, mon conseil en général, c'est vraiment de profiter de ces mobilités parce que il ne s'agit seulement pas d'une expérience de vie, mais je crois que c'est très, très important pour les futurs professionnels d'un futur docteur de recherche. Donc, si vous avez des autres questions, je suis là à vous répondre. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Josipa, pour ce témoignage éclairant. Et effectivement, avoir un retour au sein, de la part directement de ceux qui ont expérimenté cette mobilité, et notamment de la part des doctorants, ça donnera nécessairement envie de se projeter à d'autres doctorants et de suivre votre exemple. Merci encore, Josipa. Merci à vous. Donc, rapidement, avant de clore cet atelier et de laisser place aux questions, prochaine slide, Hélène. On voulait simplement vous donner un aperçu et rappeler combien il était important de formaliser son projet pour se faire accompagner et que par expérience, parce que nous avons l'habitude de croiser les collègues avec justement souvent qui ont des projets et qui parfois au sein de notre établissement de vos établissements pourraient ne pas savoir à qui s'adresser. En tout cas, j'ai voulu donner simplement un exemple pour Rennes 2, où un projet de mobilité, selon ses objectifs, pourrait donner lieu à un passage auprès de la direction des relations internationales. Donc, le service des relations internationales s'occupe essentiellement des projets liés à la formation, donc va traiter des actions qui ont trait en lien avec la clé 1, donc les projets de mobilité des personnels et des enseignants, des étudiants, bien sûr. À la clé 2 aussi, dans le cadre des projets de coopération, et ça en lien avec la 2PE. Mais aussi, on a souvent à croiser aussi nos
point de vue dans le cadre des synergies qui sont recherchées de plus en plus entre le programme Erasmus et le programme Horizon Europe, c'est le programme cadre de la recherche. On a souvent aussi un intérêt à voir, de constater, parce qu'on a constaté que souvent, il y a un effet de levier, que souvent, c'est par la recherche et que nous avons aussi des collègues qui souhaitent porter des projets dans le cadre Erasmus. Donc, la recherche des partenariats, on peut tout à fait aussi croiser nos objectifs et trouver une manière d'accompagner le plus justement possible les porteurs de projets. Et sans oublier aussi, en lien avec le service des ressources humaines, la direction des ressources humaines, j'ai oublié de le mettre ici, c'est que pour la mobilité des personnels et notamment des personnels administratifs, nous encourageons très fortement nos collègues dans le cadre de plusieurs événements tout au long de l'année, et notamment une semaine internationale sur le campus, pour donner envie aussi à ces personnels administratifs de se projeter à l'international et d'effectuer une mobilité. Et pour ça, on les aide, on les conseille dans le choix des partenaires, dans le choix aussi de ce qu'ils pourraient faire dans leur programme aussi, l'organisation de la semaine. Ça peut être du job shadowing comme on a parlé Maëlle tout à l'heure, mais aussi de participer à des staff week de formation qui sont souvent très intéressantes et ils reviennent en général avec une envie en tout cas de repartir. Voilà, on voulait quand même donner un aperçu sur les interlocuteurs dans votre établissement. Vous avez le choix, mais en général, ça passe par le service des relations internationales et plus encore avec une synergie qui sera recherchée parce que les services support auront à dialoguer entre eux pour la gestion de ces mobilités et de ces projets. Et je termine avec la dernière slide, ne pas oublier de valoriser, merci Hélène de passer à la prochaine slide. Voilà, il y a aussi au sein de l'établissement, vous pouvez tout à fait valoriser votre projet de mobilité ou de coopération en le mettant simplement en partage au sein de votre département. Il faut en parler dans votre composante, en lien aussi avec les services supports concernés. L'importance de cette valorisation, c'est aussi établir des synergies dans le cadre des autres activités, des autres programmes potentiels. Et on a aussi un intérêt, puisque c'est une des recommandations de l'agence et des agences exécutives, mais aussi de l'agence nationale, d'inciter aussi à participer à divers événements, diverses manifestations qui célèbrent l'Europe et qui montrent aussi dans quel cadre nous pouvons échanger nos pratiques. Alors, il y a plusieurs temps dédiés et notamment aussi à partager des expériences dans le cadre des Erasmus Days chaque année en octobre. Il y a aussi, on le sait moins, mais la fête de l'Europe où c'est aussi un moment où on pourrait être amené à venir témoigner de son expérience et toutes les réunions d'information sur l'international dans vos établissements respectifs et à travers les colloques qui sont organisés. Voilà, je laisse la parole maintenant aux échanges à travers le chat et on vous remercie très sincèrement pour votre écoute. Merci. Hélène? Oui, donc je vais juste me faire l'écho des questions puisque la DPE ne monte pas de projet de mobilité, donc j'ai les mêmes questions que celles qui sont posées. Il y a eu 2 questions sur les personnels du CNRS. Est-ce qu'ils peuvent prétendre à des mobilités Erasmus+, lorsqu'ils sont dans des UMR, j'imagine? Amal, Maëlle, peut-être? Qui répond? Ouais, je peux. Alors, je peux répondre. Donc, c'est une question de monsieur Fabien Grasset, que je salue. Donc, à partir du moment où un enseignant, enfin même un chercheur, en fait, il est personnel RENA, il peut effectivement solliciter
du financement Erasmus pour une mobilité à partir du moment où c'est pour une action liée à de l'enseignement. Donc, c'est là la limite, en fait. Mais ça, voilà, on pourra en reparler plus en détail. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour répondre à une autre question qui est un petit peu plus loin dans le chat, sur notre circuit interne à REN 1 et qui fait quoi pour vous accompagner enseignants-chercheurs ou personnels dans vos projets de mobilité. Donc, sur l'action clé 1, c'est effectivement la DARI, donc la Direction des Relations Internationales qui va traiter les demandes. Et on le fait via des appels à projets. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça passe par les facultés puisqu'Erasmus était vraiment utilisé à REN 1 sur le volet formation, licence, master. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de mobilité doctorale via Erasmus, à la marge via la mobilité internationale de crédit. Voilà, mais ça, je pourrais peut-être revenir là-dessus si vous voulez plus de détails. Une autre question sur y a-t-il un programme Erasmus+ pour les assistanats de langue française dans les établissements scolaires en Irlande, par exemple? C'est peut-être plus Amal sur cette question-là. Alors, normalement, pour le secteur, c'est vrai que l'Erasmus concerne tous les secteurs. Nous, on est ici pour parler de notre expérience pour l'enseignement supérieur, mais pour le secteur scolaire, il y a maintenant, je pense que Mathilde pourra y répondre mieux que moi, le secteur de l'enseignement primaire et secondaire est couvert aussi par l'Erasmus à travers une charte à établir, et maintenant il y a une nouvelle accréditation qui peut être demandée de manière plus simple par les différentes structures qui souhaitent ouvrir des mobilités dans le cadre Erasmus pour leurs élèves, mais aussi pour leur personnel. Et ça, il suffira que le collège ou le lycée soit charté, et ils devront en fait disposer d'une charte au préalable pour pouvoir bénéficier des financements. Donc, normalement, il faut voir quels sont quel est l'établissement qui est ciblé en Irlande, et trouver à travers, en fait, il y a une plateforme que je connais tout particulièrement, c'est la plateforme eTwinning. Le eTwinning permet, en fait, elle s'adresse plus spécifiquement aux enseignants du secondaire et du primaire pour mettre en place le partage d'expériences, chercher des partenaires, partager des projets. Donc vraiment, je vous invite fortement à consulter cette plateforme et à vous mettre en relation si vous souhaitez avoir une réponse très claire avec l'établissement que vous visez, qui vous dira s'il est charté ou pas dans le cadre de la prochaine programmation. De toute façon, il y a une possibilité de déposer une charte pour les collèges, les lycées et les écoles chaque année. Chaque année, il y a un appel à candidature, et normalement, si l'établissement est charté, il y aura la possibilité de faire un programme. Juste une petite précision, je crois que Mathilde n'a pas pu rester avec nous. Il n'y a pas de souci, très bien. Donc voilà, c'est aussi une réponse à la question de Yolène Bonpéis. Est-ce qu'un chargé d'enseignement peut bénéficier d'une mobilité Erasmus+, un contractuel en fait, je pense? Excusez-moi, un contractuel? Ah ben oui, c'est un personnel de l'établissement, quel que soit son statut. Il faut qu'il soit quand même contractuel minimum, hein. Mais pour nous, en tout cas, à REN 2, on peut témoigner. Tous les personnels, quel que soit leur statut, peuvent prétendre à une mobilité dans le cadre Erasmus. Il faut qu'ils soient quand même contractuels dans l'année. Voilà. Merci beaucoup. Est-il possible pour un laboratoire de recherche de proposer un sujet de stage en M2 de 6 mois via Erasmus? Oui. Alors, j'ai pas très bien saisi la question, mais si vous voulez, c'est ça, inviter un stagiaire dans le cadre Erasmus ou proposer à votre stagiaire de partir dans le cadre Erasmus, c'est ça la question?
Oui, là, c'est proposé. Ouais. Proposer, Alors, donc recevoir, invité, c'est avec pardon. un invité. Donc, il suffit qu'il y ait cette invitation, l'étudiant ou le doctorant qui va venir dans le cadre de ce stage va venir avec une convention de stage avec le dispositif qui le permet, l'encadrement avec une convention de stage Erasmus. Oui, ça, c'est tout à fait possible. Bien sûr. Ok, très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Après, il y a toujours la question du financement du stagiaire, mais liée à la loi française. Mais bon, ça, c'est une autre question. La mobilité en elle-même, oui. Ouais, la mobilité en elle-même peut être financée, bien sûr, via Erasmus, que ça soit l'Erasmus intra-européen ou hors Europe, d'ailleurs. Puisqu'on a reçu à Rennes, là, dans le cadre de la mobilité internationale de crédit, plusieurs étudiants internationaux dans les unités de recherche. Bien, je ne vois pas d'autres questions pour ma part dans le chat. Ah, il y a un complément sur les questions des ECTS concernant les doctorants. On parle plutôt d'heures de formation. Comment traduire ça dans les contrats pédagogiques auprès de l'agence? Eh bien, justement, c'était là la difficulté et les modalités qui seront prochainement publiées dans le guide qui va paraître à la fin du mois de mars, nous donnerons toutes les précisions concernant l'organisation de la mobilité des doctorants. Donc, on verra en fait certainement un formulaire pour le Learning Agreement avec une spécificité qui va le concerner pour qu'ils échappent en fait aux difficultés que nous avions quand il fallait indiquer dans des colonnes un peu au hasard les heures de formation pour les appliquer à des crédits ECTS. Donc, tout ça sera très certainement présenté dans le guide. Et nous, on ne vous a simplement fait part que des freins qui étaient liés à cette mobilité et qui étaient vraiment, qui étaient réels et pour lesquels le projet DocMob a essayé de faire des recommandations, il les a faites et ces recommandations, normalement, ont dû être prises en compte pour donner lieu à des procédures spécifiques qui permettent de faciliter les mobilités doctorales. Juste une dernière question, y a-t-il un site dédié pour poster les annonces de stage à destination des M2? Est-ce que sur la plateforme eTwinning, par exemple, on peut ou pas du tout? Alors non, eTwinning, non, c'est pour l'enseignement scolaire. Ça, c'est une question intéressante à poser à l'agence. Je sais qu'il y a une possibilité, par exemple, la plateforme eMotion pour présenter son offre pour les mobilités des personnels, les mobilités de formation. Mais je ne connais pas, je ne sais pas très honnêtement ce qui existe pour les stages et c'est une question vraiment intéressante à poser à l'agence. Je serais curieuse, peut-être que ça existe en fait, l'agence a pas mal une bibliothèque documentaire et peut-être qu'on pourrait le trouver sur le site de l'agence. Mais il faut aussi savoir que le site de l'agence est en renouvellement. Il y a le Pénélope Pénélope Plus sur le site de l'agence qui donnait pas mal d'informations aux gestionnaires, mais pas que, hein, c'est aussi un site d'information. Il sera remplacé avec la parution du guide par, on a oublié d'en parler, c'est la nouvelle plateforme qui remplace Pénélope Plus et c'est Mon Projet Erasmus. Ça sera, le nom de cette plateforme s'appellera Mon Projet Erasmus Plus et peut-être qu'il y a un volet stage qui va être plus visible. Mais ça, peut-être que Maëlle, tu sais. Non, c'est que je vois au niveau du chat,
que ce soit Oui. ma collègue Sandrine qui dit effectivement il y a l'Europass avec ces notions-là. Et puis, Oui. alors, je ne sais pas si Mathilde est parmi nous, mais je vois Erasmus. Non, elle est partie. Mathilde. Elle est partie. Ben, alors, je ne sais pas, quelqu'un a posté en tout cas. Donc, il y a Erasmus interne alors, j'avoue que moi, on ne l'a pas utilisé, mais j'ai l'impression que ça permet de publier des offres. Oui, probablement, oui, tu as raison. Oui. Erasmus interne, voilà. Donc, il y a le lien sur le chat pour les personnes qui sont intéressées. Là, je suis sur le site, j'essaye de voir. Il y a pas mal de contenu. Donc, voilà, il faut peut-être. Ouais. Voilà, donc en tout cas, il y a une piste intéressante là avec ce site, erasmusinterne.org. Ok, très bien. Après, juste quand même par rapport au... Alors, c'est vrai qu'au stage, bien sûr, c'est pas que du bilatéral, mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a aussi, sur les unités, dans les stagiaires, avec une bourse Erasmus qui vont dans les unités de recherche, ils viennent principalement de partenaires. Très bien, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, un grand merci à Amal et Maëlle qui sont intervenus dans le cadre du réseau des référents formation. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous donc le 25 février pour 2 autres ateliers. Un atelier sur comment débuter votre collaboration internationale grâce à Erasmus+, à la même heure qu'aujourd'hui, donc 11h, et un autre atelier à partir de 13h15 sur comment consolider vos collaborations internationales grâce à Erasmus+. Bien entendu, la présentation d'aujourd'hui vous sera envoyée et ce webinaire a été aussi enregistré, donc vous pourrez le retrouver très bientôt en ligne. Merci à tous et merci aussi à Josipa Mandic pour son témoignage très intéressant. Merci. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Et revoir. on peut continuer